Rien ne m'a jamais été plus ridicule que l'idée d'un gouvernement républicain en Russie, écrivait Dostoïevski en 1849. Voilà qui clarifie les choses. 11 novembre 1821, je célèbre les 204 ans de Fyodor Mikhailovitch Dostoïevski en relisant quelques pages, quelques chapitres de L'Adolescent. L'Adolescent, c'est son avant-dernier roman, publié en 1875, qui, comme nombre de ses romans, consiste en de euh, sanglants et fructifiants dialogues entre différents personnages. Et je parlerai même d'oraisons jaculatoires. Et je vais me focaliser sur la troisième partie, c'est-à-dire sur le dialogue entre le père de l'adolescent, Andreï Versilov, Andreï Petrovitch Versilov, et donc l'adolescent Arkady Dolgorouki, qui ne porte pas le nom de son père, mais on en comprend la raison en lisant l'adolescent, dans la traduction de Pierre Pascal. Alors on trouve dans ce court dialogue absolument éblouissant l'allégorie de l'âge d'or qui devait faire partie de la confession de Stavrogin, mais qui a été décalée donc dans cette troisième partie de l'adolescent. Alors, on a un véritable dialogue, presque de réconciliation, je dis bien presque, entre le véritable père de l'adolescent et ce dernier, Arkady, et le père rentre, enfin, évoque plutôt son voyage en Europe. Il dit à son fils qu'il partait lui-même pour enterrer l'Europe. Et son fils, l'adolescent, est tout à fait étonné de ce vocable. Ce à quoi le père répond: J'étais encore en Allemagne, je venais de quitter Dresde, j'avais dépassé par distraction une station où il me fallait changer de train et j'étais tombé sur un autre embranchement. On me fit aussitôt descendre, c'était une petite ville d'Allemagne, on m'indiqua un hôtel, il était petit et mauvais, mais noyé dans la verdure et les plates-bandes fleuries comme toujours chez eux. On me donna une chambre étroite et comme j'avais passé toute la nuit en route, je m'endormis après déjeuner sur les 4 heures de l'après-midi. Et j'eus un songe absolument inattendu, car je n'en ai jamais vu de semblable. Il y a, à Dresde, au musée, un tableau de Claude Lorrain que le catalogue intitule Assis et Galatée. Moi, je l'ai toujours appelé l'âge d'or. J'ignore d'ailleurs pourquoi. On sait que Dostoïevski lui-même a séjourné longtemps à Dresde et qu'il a sillonné longuement les allées euh, du musée. Je l'avais vu précédemment et maintenant 3 jours avant, je l'avais encore remarqué en passant. Je vis donc en songe ce tableau, seulement pas en peinture, mais comme une réalité. Je ne sais d'ailleurs pas exactement ce que je vis ainsi. Comme dans le tableau, un coin de l'archipel, il y a plus de 3000 ans. Des vagues, bleues et caressantes, des îles et des rochers, une côte fleurie, dans le lointain un panorama féerique, un coucher de soleil séducteur. Impossible de rendre cela en paroles. C'est l'humanité européenne qui se rappelle son berceau. Cette idée emplit mon âme d'un amour filial. C'était là le paradis terrestre de l'humanité, les dieux descendus du ciel et s'apparentant aux hommes. Oh, qu'ils étaient beaux, ces hommes-là. Ils se levaient et s'endormaient, heureux et innocents. Les prés et les bocages s'emplissaient de leurs chants et de leurs cris joyeux. Un immense surplus d'énergie vierge se répandait en amour et en joie naïve. Le soleil les inondait de chaleur et de lumière en admirant ces merveilleux enfants. Songe merveilleux, sublime aberration de l'humanité. L'âge d'or est le rêve le plus invraisemblable de tous ceux qui ont jamais été. Mais pour lui, des hommes ont donné toute leur vie et toute leur force. Pour lui sont morts et ont été tués les prophètes.
Sans lui, les peuples ne veulent pas vivre et ne peuvent même pas mourir. Et toute cette sensation, je l'ai vécue dans ce rêve, les rochers et la mer, les rayons obliques du soleil couchant. Tout cela, il me semblait le voir encore lorsque je m'éveillai et ouvris les yeux, littéralement baigné de larmes. J'étais heureux, je m'en souviens. Une sensation de bonheur encore inéprouvée traversa mon cœur jusqu'à la douleur. C'était un amour de toute l'humanité. C'était maintenant tout à fait le soir. À travers la verdure des fleurs placées sur la fenêtre, un faisceau de rayons obliques frappait la vitre de ma petite chambrette et m'inondait de lumière. Eh bien, mon ami, eh bien, ce soleil couchant du premier jour de l'humanité européenne, que je voyais dans mon songe, se transforma tout à coup pour moi, dès que je m'éveillais, en une réalité, en soleil couchant du dernier jour de l'humanité européenne. À ce moment surtout, on entendait teinter sur l'Europe un glas d'enterrement. Je ne veux pas parler seulement de la guerre, ni des Tuileries. Il s'agit de l'incendie des Tuileries sous la Commune, en mai 1871. Je savais sans cela que tout passerait, toute la figure du vieux monde européen, tôt ou tard. Mais moi, en Européen russe, je ne pouvais pas l'admettre. Oui, il venait alors de brûler les Tuileries. Oh, sois tranquille, je sais que c'était logique, et je comprends bien la puissance irrésistible de l'idée courante, mais comme représentant de la haute pensée russe, je ne pouvais l'admettre car la haute pensée russe est la conciliation universelle des idées. Et qui aurait pu comprendre alors cette pensée dans le monde entier? J'étais seul et errant. Je ne parle pas de moi personnellement, mais de la pensée russe. Là-bas, il y avait combat et logique. Là-bas, le français n'était que français, l'allemand qu'allemand. Et cela avec une intensité plus forte que jamais au cours de toute leur histoire. Par conséquent, jamais le français n'a fait autant de mal à la France, ni l'allemand à son Allemagne, qu'à cette époque-là, dans toute l'Europe, il n'y avait pas alors un seul Européen. Moi seul, entre tous les pétroleurs, pouvais leur dire en face que leur Tuileries était une erreur. Moi seul, entre tous les conservateurs vengeurs, pouvais dire aux vengeurs que les Tuileries étaient un crime sans doute, mais n'en était pas moins logique. Et cela, mon petit, parce que seul, en tant que Russe, j'étais alors en Europe l'unique Européen. Je ne parle pas de moi, je parle de toute la pensée russe. J'étais errant, mon ami, j'étais errant et je savais très bien qu'il ne me restait qu'à me taire et à errer. Mais malgré tout, j'étais triste. C'est que mon enfant, je ne peux pas ne pas respecter ma noblesse. Oui, mon petit, je te le répète, je ne peux pas ne pas respecter ma noblesse. Il s'est créé chez nous, au cours des siècles, un type supérieur de civilisation inconnue ailleurs, qui ne se retrouve pas dans tout l'univers. C'est de souffrir pour le monde. C'est là un type russe, mais comme il est pris dans la catégorie la plus cultivée du peuple russe, j'ai donc l'honneur de lui appartenir. Il renferme l'avenir de la Russie. Nous ne sommes peut-être qu'un millier d'individus, peut-être plus, peut-être moins, mais toute la Russie n'a vécu jusqu'ici que pour produire ce millier. C'est peu, dira-t-on. On se scandalisera que pour un millier d'hommes aient été dépensés tant de siècles et tant de millions d'individus. Selon moi, ce n'est pas peu. J'émigrais et je ne regrettais rien de ce que je laissais derrière moi. Tout ce que j'avais de force, je l'avais mis au service de la Russie tant que j'y avais vécu. Une fois parti, je continuais à la servir, en élargissant seulement mon idée. Mais en la servant ainsi, je la servais infiniment mieux que si j'avais été tout bonnement russe, comme le français d'alors n'était que français et l'allemand qu'allemand. En Europe, on ne le comprendra toujours pas. L'Europe a créé les nobles types du français, de l'anglais, de l'allemand, mais de son homme futur, elle ne sait encore à peu près rien. Et je crois bien qu'elle n'en veut encore rien savoir. C'est compréhensible, ils ne sont pas libres, tandis que nous sommes libres. Moi seul en Europe, avec mon ennui russe, étais alors libre. Notre bien, mon ami, une bizarrerie. Chaque Français peut servir avec sa France l'humanité à condition seulement qu'il reste surtout français. De même pour l'anglais et l'allemand. Seul le russe, même à notre époque, c'est-à-dire bien avant qu'ait été dressé le bilan général, a reçu la faculté d'être le plus russe précisément lorsqu'il est le plus européen. C'est la distinction nationale la plus essentielle
qui nous sépare de tous les autres, et à cet égard, nous ne sommes comme personne. En France, je suis français, je suis allemand avec l'allemand, grec avec le grec de l'Antiquité, et par là même toujours russe au maximum. Par là même, je suis véritablement russe, et je rends le maximum de service à la Russie, car je mets en valeur sa pensée principale. Je suis le pionnier de cette pensée. J'ai immigré, mais ai-je quitté la Russie? Non, j'ai continué à la servir, même si je n'ai rien fait en Europe, même si j'y suis allé simplement pour errer, et je savais que j'y allais uniquement pour cela. C'était assez pour que j'y allasse avec ma pensée et avec ma conscience. J'y ai transporté mon ennui russe. Oh, ce n'est pas seulement le sang qui coulait alors qui m'a tant épouvanté, ce ne sont pas même les Tuileries, mais tout ce qui devait suivre. Ils étaient condamnés à se battre encore longtemps parce qu'ils sont encore trop allemands et trop français et qu'ils n'ont pas achevé leur action dans ces rôles. Jusqu'alors, j'avais regret des destructions. Pour le Russe, l'Europe est aussi précieuse que la Russie. Chaque pierre y est douce et chère à son cœur. L'Europe n'était pas moins notre patrie que la Russie, davantage même. Il est impossible d'aimer la Russie plus que je fais, mais jamais je ne me suis reproché de trouver Venise, Rome, Paris, leurs trésors de science et d'art, toute leur histoire, plus aimable que la Russie. Oh, les Russes chérissent ces vieilles pierres étrangères, ces merveilles du vieux monde, ces débris de miracles sacrés, et même tout cela nous est plus cher qu'à eux. Ils ont maintenant d'autres pensées et d'autres sentiments, ils ont cessé d'apprécier les vieilles pierres. Là-bas, le conservateur ne lutte plus que pour l'existence. Le pétroleur n'agit que pour réclamer son droit à un morceau de pain. Seule la Russie ne vit pas pour elle-même, mais pour la pensée. Et reconnais-le, mon ami, c'est un fait remarquable que voici déjà près d'un siècle. La Russie ne vit décidément plus pour elle-même, mais uniquement pour l'Europe. Quant à eux, ils sont voués à de terribles souffrances avant d'atteindre au royaume de Dieu.